Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 5, Crépuscule onirique. Au cœur du château de Morangiès, des rafales d'armes automatiques se firent entendre, suivies par une forte détonation, et une deuxième pour la forme. Un « Vive l'empereur !» vint clore cette martiale symphonie. Le silence retomba quelques instants. Je crois que les commandos sont occupés du Wendigo ici-bas. Autant pour les « n'engagez pas, gna gna gna. Boys will always be boys. » Aurore tendit un bras à Étienne pour l'aider à se relever. Tu te bats vachement bien dans la boue, on te l'a déjà dit? Va te faire foutre. Lâcha Étienne, un demi-sourire aux lèvres en récupérant la main de la paranthrope. Il mit encore quelques secondes à réaliser que les derniers moments n'avaient pas été vrais, le laissant un peu confus. T'es vraiment une sacrée... Enfin, rêve ou pas rêve, j'ai bien morflé moi. Tout ça pour amuser Modam. Mais du coup, mon revent, on l'a pas vraiment blessé? Et le Wendigo, on n'était pas en danger? Qui nous tuait, c'était pas réel, si? Putain, je comprends plus rien. Aurore renifla, essuyant le sang qui coulait de son nez avec un mouchoir monogrammé qu'elle sortit de la poche de son manteau. Bon, comme j'y couperai pas, c'est donc l'heure de la minute explication. Alors, si le Wendigo t'avait tué, il aurait sans doute dévoré ton esprit et utilisé ton corps comme nouvel hôte. C'est comme ça qu'il se reproduit, je crois. Pour ce qui est de mon trop-vent, eh bien, il doit être dans le même état que notre héros, quoi. Prostré dans son pyjama de soie quelque part, sans doute dans un hôtel de luxe à l'autre bout du monde. Mourir dans un espace onirique, si c'est pas fatal, c'est juste un sacré contre-coup. Surtout pour les thaumaturges dans son genre. Il n'a pas les mêmes contre-mesures noosphériques que moi. Ouais, service de qualité. Et je fais aussi coach de vie. D'ailleurs, déboutonne le haut de ton chemisier et commence à faire chaud. Fit Étienne, écoutant à moitié. Il remua sa main et l'intégralité de ses doigts, savourant ce plaisir simple mais diablement gratifiant de pouvoir s'en servir pour compter jusqu'à 5. Dis donc ta copine, Crépuscule, elle aurait pas pu me dire directement que mes doigts étaient pas vraiment perdus, ça m'a foutu les jetons. Je me suis vu infirme et réformé. D'ailleurs, Crépuscule, c'est toi qui l'as appelé comme ça? T'étais dans ta période ado sectaire ou quoi? C'est comme ce pauvre chien là, Sachi. Je voulais rien dire devant Wanzi, mais avec un nom comme ça, doit pas être très propre. Aurore laissa couler un regard vers Étienne, une main farfouillant le col de sa tenue. Le vétéran se mit à glousser un peu stupidement. T'es fier de toi, hein? Crêpe est une petite blagueuse, c'est dans sa nature. Et c'est elle qui a choisi son propre nom. Elle est sentiente, tu sais. Ouais, j'ai cru comprendre. L'Iroquois se mit à grogner, se réveillant doucement. Le sourire du Francien disparut. Étienne se sentit atteint par un sentiment étrange et inconfortablement dissonant. L'impression inexplicable que quelque chose n'allait pas, sans pour autant pouvoir mettre un doigt sur quoi que ce soit. Il avisa un instant sa main. C'était sans doute la fatigue, le choc de l'expérience ou le contre-coup de sa sortie de cet espace onirique. Il se détourna de la paranthrope, s'agenouilla et mit placidement le canon de Socrate sur la joue d'Oanzi. Il se passe que je vous mets aux arrêts, Wanzi. Vous nous avez attaqués là-bas, et vous nous avez caché trop de choses. On va vous interroger et j'intercéderai pour que vous soyez relâchés, mais en l'état, je peux pas vous laisser les mains libres. J'espère que vous comprenez. Suivez-nous sans faire de vagues. L'Amérindien cligna plusieurs fois des yeux, surpris et encore dans les vapes. Je ne me souviens de rien. Avons-nous vaincu le Wendigo? Aurore remit les mains dans son manteau, endossant le rôle de la gentille flic. Oh, oui, hélas, vous avez perdu les pédales là-bas. J'ai dû vous casser la gueule. Sans rancune, hein. La porte du cellier s'ouvrit à la volée, 3 commandos franciens du 13e dragon occulte parachutiste entrèrent, se couvrant mutuellement, leurs imposants fusils tangentiels reliés à leur sac à dos par tout un assortiment de câbles en cuivre. RAS, la cible a été neutralisée. Capitaine Duboisset? La paranthrope tourna la tête vers les 3 soldats. Il va bien, juste en pleine conversation.
Faites votre rapport au maréchal Jourdan et demandez au gyroptère de venir nous récupérer. Bien reçu, madame. Madame la baronne. Ah, et dites-leur de me faire couler un bain aussi. Madame la baronne, ce n'est pas dans mes... Je m'en fous. Votre problème ne doit pas devenir mon problème. Démerdez-vous. Vous perdez déjà du temps, allez, oust! Les 3 commandos se dévisagèrent et haussèrent les épaules avant de sortir. La Légion étrange et ses agents, il ne fallait parfois pas trop insister avec ces gens-là. Étienne, quant à lui, fronça les sourcils. Oanzi ne se souvenait de rien. C'était plutôt commode, jugea-t-il. Il secoua la tête, percevant encore ce sentiment d'incohérence inexplicable. Vous ne vous souvenez de rien? Même pas du type avec le chapeau moche qui nous attendait? Votre Wendigo a tiré un Car 6 de la lignée de mon cul. Nadox, actually. Associé à l'intelligence, à la sagesse, à la perception et... Eh, on s'en cogne, c'est un trou du cul. Et accessoirement son ex. Je me souviens d'avoir ouvert le passage. Je me souviens de Sachi, mon esprit totem. Le reste, tout est brumeux. Je me souviens d'une vive douleur, comme si le vent des grandes plaines arrachait la peau de mes os. Dites, vous me prenez pas un petit peu pour un con? Vous allez me faire croire que comme par hasard, vous vous êtes retrouvé là, avec la personne avec qui vous avez une sacrée dent, pile poil pour une mission dangereuse. Que vous l'avez reconnue par hasard? Non. Vous l'attendiez, alors expliquez-moi comment vous saviez qu'elle serait là. Et pourquoi un carciste paranthrope s'intéresserait à un Wendigo au point de se déplacer en personne? Oanzi tourna la tête vers la baronne de Miraflores. C'est vrai, j'ai suivi sa trace. Pour l'homme au chapeau, je ne sais pas de quoi vous parlez. Connerie, comment avez-vous suivi sa trace? Comment saviez-vous qu'elle serait affectée là? Qui vous a dirigé vers nos services? J'ai des contacts. Et les chamans m'ont aidé à suivre le sillage sanglant de ses rêves et de ses actes. Voilà 2 ans que je fais cela. Après la guerre en Amérique, la destruction du Saskatchewan et avec lettre de recommandation du colonel Brunet, j'ai pu proposer mes services à la maison impériale et obtenir cette mission qui demandait des savoir-faire particuliers. Y a vraiment rien de valeur à tirer d'un Wendigo? Je sais pas, moi, un pouvoir ancien et interdit? L'Iroquois avisa de nouveau la paranthrope, fronçant davantage les sourcils. Elle savait pour le Wendigo. Elle en a déjà soumis un pour saccager une tribu de mon peuple. Aurore fit la moue. Oui, bon, c'était il y a longtemps et j'étais pas toute seule, hein. Et j'étais pas non plus d'accord avec la méthode. Mais oui, il est techniquement possible de militariser ce genre de bestiole, d'en faire un assassin redoutable, un garde du corps ou même une singularme arme si on s'y prend bien. Le genre de truc que Montrevent aime collectionner et revendre pour ses plans à la con. Étienne fit la moue à son tour, en tournant la tête vers Aurore. Mais t'aurais pas pu le dire avant, ça? Elle haussa les épaules. Ça m'a pas paru pertinent sur le moment. T'allais encore me reprocher de faire la madame je sais tout. Bogota. Et je pouvais pas savoir que l'autre temps je serais là. Je suis pas experte en Wendigo, je te signale. Je comprends vaguement comment ça fonctionne et comment je pourrais éventuellement m'en servir. Mais je suis pas une sorcière des Grands Lacs non plus. J'ai le chapeau, cela dit. C'est pas le sujet. Quand j'ai demandé au maréchal Jourdan ce qu'il voulait qu'on fasse de cette bestiole, ça t'a pas paru pertinent sur le moment de préciser que ce truc pourrait servir à faire une foutue singularme? Dit Étienne en se passant une main sur le front d'un air las. Et au fait, simple curiosité, hein, ça t'aurait paru pertinent aussi de me parler de l'autre bretonne? Crêpe, c'est ça? Tue-le, lentement. Crépuscule posa métaphoriquement sa tête sur l'épaule d'Aurore, en lassant son torse de ses mains brumeuses, avant de lui susurrer à l'oreille. « Je te jure, fume-le maintenant ou je le fais à ta place !» La paranthrope leva le menton, gardant ses mains profondément enfouies dans ses poches, les poings serrés. J'ai le droit à mon jardin secret, c'est mon psy qui me l'a recommandé. Pour soigner mon attachement obsessionnel envers toi, c'est important que je me pose aussi des limites. Étienne battit des paupières. Ton Hein? Il secoua brusquement la tête. Vous le dites, hein? Si je suis de trop dans la conversation. Ah, fermez-la, vous, on en reparlera, ouais, plus tard. Concernant ton jardin secret, oui, tu peux en avoir un, mais quand ça touche des entités, méta machin chose qui font je sais pas quoi, nos supérieurs doivent en être informés, tu le sais très bien. Je vais devoir faire un rapport sur Crêpe, et dire qu'elle est là depuis plusieurs mois. Ils vont pas être contents. Étienne n'aimait pas l'idée qu'une deuxième Aurore avait pu assister à des moments intimes où il s'était ouvert et qu'il n'avait pas consenti à partager avec une tierce entité, fût-elle noosphérique. La paranthrope montra les dents et se campa devant lui avec sa tête des mauvais jours. Et tu vas dire quoi exactement? Que j'entends une voix dans ma tête? La belle affaire! Que tu as aperçu mon double inversé dans un espace onirique? Que tu lui as parlé? Tu penses vraiment qu'on va te croire? Qu'on va t'écouter alors que tu écris encore Seuil de Kant avec un C? On va te coller dans un asile, Étienne, comme le vieux Eudes. C'est ça que tu veux pour nous deux, hein?
Un aller simple chez le docteur Cacheton. Attends, c'est vraiment son nom? Ohanzi grogna. Faites-le, Duboisset. C'est la bonne chose à faire, elle n'a pas... Toi, on t'a pas sonné le comanche. Étienne fit face à sa collègue, le dos droit et les bras croisés, bien décidé à ne pas se laisser impressionner. Il répondit d'un ton sec, lentement, comme face à un enfant turbulent. Je vais leur dire que tu es allé chercher chez ton contact paranthrope d'Amérique une entité métanarrative, Il articula soigneusement ce dernier mot en détachant chaque syllabe. qui est liée à toi depuis longtemps et que tu lui avais cédé. Je vais leur dire que tu t'es bien gardé d'en parler à quiconque comme d'habitude et même à moi, comme d'habitude. Je vais leur dire... Il se gratta le menton, l'air soudainement pensif. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ah, je sais, en fait, la vérité, voilà, tout simplement, la vérité, tu sais, ce concept qui consiste à dire les choses aux autres entre deux mensonges. Aurore le fixa du regard, croisant les bras sur sa poitrine à son tour, ses ongles aiguisés plantés dans les paumes de ses mains. Alors déjà, monsieur Duboisset, Satan n'est pas un paranthrope. Tu mélanges encore tout parce que tu écoutes jamais ce que je dis. Et deuxièmement, Crépuscule est ma propriété privée. J'en fais bien ce que je veux. Tu vas te le rentrer dans le crâne qu'elle fait partie de moi, que c'est juste un fragment autonome de ma psyché, que c'est comme le putain de cancer qui te ronge la prostate, mais avec une bouche, ok? Wow, too soon, ma grande. Tu veux que je rembobine? Aurore secoua négativement la tête, tournant le dos à Étienne. Le vétéran resta interdit quelques secondes. Hein? Quoi? Oula, alors là, tu te démerdes toute seule, hein? Tu es malade, Étienne. Depuis l'opération dans le Kirak, quand on s'est rencontrés. Un cancer. Il te reste peut-être 5, 6 ans à vivre. La nouvelle le prit tant au dépourvu qu'il ne sut comment réagir. Étienne secoua doucement la tête, le visage crispé. Ah, tu te fous de ma gueule, là, c'est pas possible. Le choc de la nouvelle le frappa alors, brutalement. Il sentit la peur, l'incrédulité, la détresse, l'impuissance. Il sentit la vacuité de son existence, le poids d'un compte à rebours trop court, la promesse du néant. Il sentait la mortalité, tangible, réelle, inévitable. Il n'avait jamais eu peur de mourir pour son pays, mais là c'était différent. C'était l'assurance certaine qu'il n'aurait jamais de futur, qu'il n'aurait jamais de famille. Il ne voulait pas y croire. Que c'était là une blague de mauvais goût et qu'il allait très bien. Aurore laissa couler des larmes sur ses joues. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, Étienne. Elle se retourna, les bras toujours serrés sur sa poitrine. J'ai besoin d'elle pour te maintenir en vie. Ah, alors je peux, hein? Mais ça va te coûter un max, ma chérie. Je m'en fous. On en discutera le moment venu. J'en prends bonne note, Pour me maintenir en vie? répéta le Francien, lentement, se sentant soudainement à bout de souffle devant l'ampleur de ce qui lui tombait sur la tête. Me maintenir en vie. Répéta-t-il avec un effroi latent. Il secoua doucement la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cria-t-il finalement, sa voix emportée se brisant en écho de son désespoir interne. Depuis combien de temps tu sais ça? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que tu... Ah, je sais, depuis le moment où tu m'as regardé droit dans les yeux et que tu m'as dit « je t'aime », c'est ça? Putain, putain. Étienne avait complètement oublié ce pauvre Ohanzi. Il avait d'ailleurs complètement oublié pas mal de choses. Comme ça, d'un coup. Il n'était plus qu'une ombre, destinée à rien, sinon à mourir à l'aube de sa vie. Tu as besoin d'elle pour me maintenir en vie, hein? Et moi? J'ai pas mon avis à donner sur la question, et si moi j'avais pas envie? Si je voulais pas qu'une entité chelou me maintienne en vie avec un cancer qui me bouffe à petit feu, tu comptais me le dire quand, ça? Il la dévisagea, un terrifiant éclair de lucidité sur le visage. Non. Tu comptais pas me le dire, en fait. Tu comptais pas me le dire. Il secoua la tête, incapable de contenir la tempête qui brûlait sa gorge et incendiait son être. Il explosa. Il hurla. Son visage se déforma dans une fureur aussi puissante que l'indignation égalait sa peine. Tu voulais garder ça pour toi. Tu voulais décider de ma vie et de ma mort dans ton coin, faire des pactes, des rituels, des conneries de sorcières pour me maintenir mon cadavre conscient sans que j'ai jamais la moindre chance de donner mon putain d'avis. Tu m'as regardé crever à petit feu sans te demander comment je pourrais vouloir passer les dernières années de ma vie. Le poing du vétéran s'abattit violemment sur le mur le plus proche, s'entaillant au passage. Mais moi, putain, j'ai pas mon mot à dire. J'ai pas le droit de décider. Et tu oses me dire que tu m'aimes? Tu oses me dire que tu m'aimes? Oh, va bien te faire foutre. Va bien te faire foutre. D'un élan furieux, Étienne se détourna et s'en alla à grandes enjambées, oubliant Ohanzi, le Wendigo et les procédures, ne restant qu'avec sa rage et sa douleur. Silencieuse, Aurore laissa ses larmes couler.
Crépuscule se leva derrière elle et la serra métaphoriquement contre elle. « Tu veux que je retire la porte ?» Non, laisse-le partir. J'ai pas la force, là, maintenant. Plus tard. Oanzi se redressa, boutonnant son manteau en lambeaux. Je pense que je n'ai plus besoin d'essayer d'obtenir justice. Ce que je viens de voir est bien pire qu'une condamnation à mort. Va te faire foutre, toi aussi. Oui, je vais faire ça. Il marcha lentement vers la sortie, récupérant son tomahawk pour le glisser à sa ceinture. Nos chemins se recroiseront, Aurore Dumas. Peut-être en amis, sûrement en ennemis. En attendant, je te laisse seul. C'est bien là tout ce que tu mérites. Étienne avait quitté le château sans se retourner. Il était incapable de former une pensée cohérente. Il n'était plus qu'émotion, brutale, sèche, incontrôlée et terriblement vive. Il marchait sans regarder où il allait. Il ne s'en souciait pas. Il s'enfonça dans la forêt, indifférent à tout, avant de s'effondrer en larmes. C'était injuste. Pourquoi ? Qu'allait-il devenir ? Que dirait-il à ses parents ? Qu'allait-il faire du temps qui lui restait ? À quoi bon encore vivre ? Et Aurore ? Pourquoi avait-elle fait ça ? Pourquoi ? Il lâcha toute sa colère, sa peur, ses questions et l'absence de réponse dans ses larmes. Son corps fut agité de spasmes incontrôlés. Puis, lentement, sa respiration revint, de la même manière que ses tremblements l'avaient pris avant que la mission ne débute. Il s'assit, assommé, sur la souche d'un arbre mort. Il fixa le sol, les yeux rougis, le nez coulant, le visage peint d'une détresse qui ne se dissipait pas. « Je vais mourir. » annonça-t-il au néant. Personne ne lui répondit. Il avait pensé que le formuler à voix haute le réconforterait, le ferait relativiser. Étienne insista. « Je vais mourir. » Les mots restaient terrifiants. C'était peut-être même pire que la première fois. « Je vais mourir. Aurore. Aurore. Pourquoi, putain ? » Ce nom ne lui prodigua aucun réconfort, bien au contraire. Pourquoi as-tu peur de la mort, Étienne ? Étienne sentit une douce chaleur s'échapper de son holster. Socrate avait repris conscience. Le vétéran sursauta et ne remarqua pas qu'Aurore l'avait suivi, caché derrière un arbre. T'es réveillé finalement. La présence de Socrate ne le dérangeait pas, bien au contraire. Le Francien sentait qu'il avait besoin de parler, de ne pas rester seul, de s'exprimer. Mettre des mots sur ce qu'il ressentait, clarifier ses pensées, au risque qu'elle le submerge. J'ai pas peur de la mort, enfin je sais pas, je crois pas. Bon, peut-être un peu, mais qu'est-ce qu'on devient quand on meurt ? Comment est-ce qu'on peut imaginer ne plus avoir de corps, de conscience ? L'idée du néant me fait peur. Personne n'y coupe, pas vrai ? Alors que je m'y suis toujours préparé, nom de Dieu. Et j'ai accepté que ça pourrait arriver en plus. Je crois que j'ai peur de la mort, mais j'ai pas peur de mourir. Enfin, je sais pas si tu... Il esquissa un sourire sans joie. Une phrase d'un télo, ça. Hein, mais c'est vrai. C'est pas le fait de mourir qui me gêne. Enfin, si, mais tu m'as compris. J'ai accepté l'idée en m'engageant, mais... Non, ce qui me fait peur, c'est de savoir que j'ai plus de temps pour vivre. Que je peux plus rien bâtir, plus rien espérer. À quoi bon tout ça ? À quoi bon aimer les choses, développer des compétences, apprendre des trucs, préparer le futur, rencontrer des personnes, aimer ? Dans 5 ans, tout sera fini, ça y est. Le compte à rebours est lancé. Je boufferai des pissenlits par la racine, tout ça pour ça, putain. Tous mes rêves, tous mes espoirs, mes envies, mes attentes, effacés, engloutis sous le poids d'une chose que je ne peux même pas contrôler. Je suis plus qu'un mort en sursis qui a plus rien à attendre de rien, ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai résumé, c'est ça qui me terrifiait. C'est ça qui me terrifie, Socrate. Ma vie n'a plus la moindre valeur, elle n'a plus le moindre sens. Je peux plus penser au futur, parce que j'en ai plus. Le vétéran sentit sa voix se briser alors que les larmes lui revenaient. Il ne les retint pas. Alors jusqu'au bout, j'aurais été un pion spectateur d'un monde qui le dépasse. Ce sera ma putain d'épitaphe. Étienne Duboisset, il a rien pu faire. Si tu n'as pas de futur, il te reste le présent. Le néant, je connais bien. Et c'est un endroit horrible. Tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Et tu es peut-être un pion, Étienne, mais tu es le pion F. Rappelle-toi, sans le pion F, Aurore l'aurait perdu cette fameuse partie d'échecs contre Satan. C'est toi qui me l'as dit. Va falloir bosser ta faculté à rassurer, mon vieux. Un long silence passa, troublé par la respiration hachée du Francien. Les mots écrasaient son estomac, un poids qu'il ne voulait plus retenir. Il inspira lourdement, fixant le sol. Ah, je l'aime, Socrate. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé quelqu'un et comme je n'en aimerai jamais plus. Et elle le sait. Je sais qu'elle le sait. Un sourire triste lézarda son visage fatigué.
Mais je suis sûr qu'elle sait pas pourquoi, je suis sûr que t'as des tas de types qui ont dû la trouver belle, intelligente, drôle, pleine d'esprit, de charme, et c'est vrai. Le temps passe trop vite avec elle, pas vrai? Et puis, c'est une thaumaturge qui peut faire des trucs incroyables, tu peux pas rester indifférent face à une femme comme ça, même si... Bon, techniquement c'est pas une femme, mais enfin bref, t'oublies que c'est pas une femme. Il secoua doucement la tête. Son visage se fit plus triste, plus las. Mais c'est pour ça, pour tout ça que je l'aime. J'ai vu une femme brisée, écrasée par des années, des choses horribles, des souffrances qui auraient rendu fou et abject n'importe qui, et en un sens elle l'est. Enfin, elle croit qu'elle l'est. Tous ses caprices, tous ses défauts, ses colères, son arrogance, son inhumanité, parfois, tout ça c'est rien, pas vrai? C'est de la pisse. C'est juste pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière, une femme seule, terrifiée, mais profondément humaine. Et profondément gentille. C'est cette femme que j'ai vue, pour la première fois, quand elle m'a avoué ce qu'elle a fait au NCSA. Quand la vraie Aurore a réalisé ce que son narratif l'a poussé à faire. C'est quand je l'ai vue, là, que je l'ai aimé, Socrate. Étienne laissa passer un silence lourd de tristesse avant de finalement reprendre d'une voix chargée d'émotion. Mais je crois que cette femme-là n'existe pas, mon vieux. Elle a jamais existé, en fait. C'est juste moi qui me suis fait des films. J'ai voulu voir ce que je m'attendais à voir. Y a rien à voir. Y a jamais rien eu à voir. Tout ça, c'était qu'une histoire qu'on se raconte. Aurore éclata en sanglots, au mépris de toute discrétion, glissant lentement sur le tronc de l'arbre derrière lequel elle était cachée. De la neige commençait à tomber. Le Francien se redressa brusquement, surpris par le bruit soudain. Elle l'avait suivi, et elle l'avait entendu. Il retrouva Aurore contre un arbre et s'assit simplement face à elle. T'es un peu loin pour chercher des truffes. Aurore resta la tête dans ses bras, hoquetant entre deux sanglots avant de se pointer du doigt. J'en ai trouvé une belle, dit. Il resta silencieux, regardant Aurore pleurer, envahi par un vide bizarrement apaisant. Ni colère, ni tristesse, ni compassion, ni rancœur, ni douleur. Simplement une étrange sérénité. Il n'avait rien à dire. Il avait déjà tout dit. Alors, Étienne fixa simplement la femme qu'il aimait pleurer, attendant que le flot se tarisse. Après une bonne dizaine de minutes à verser toutes les larmes de son corps, Aurore releva la tête, s'essuyant les yeux d'un revers de son écharpe rouge. C'est pas qu'une histoire. J'existe pour de vrai, tu sais. Mais c'est tellement difficile. Étienne s'installa doucement à côté de sa collègue, cherchant sa présence plus que son contact. Il replia légèrement les genoux contre son torse, les bras négligemment posés dessus. Pourquoi c'est si difficile? Parce que tout dans ma nature, mes gènes, mon éducation et mon passé me poussent dans une direction que je veux plus emprunter. Un chemin que je veux plus arpenter. Sauf que ce chemin, c'est une douce et longue descente et que le reste, c'est comme gravir une montagne. Le Francien acquiesça lentement. Il ne pouvait pas se représenter la lutte d'Aurore contre elle-même fidèlement, mais il pouvait essayer. Une montagne a toujours l'air moins haute quand t'es accompagné, tu le sais. Mais je peux pas ignorer les coups que tu me mets, je peux pas faire comme si ça existait pas. Il leva la tête, regardant la neige tomber, calmement. Je sais ce qui va se passer. Quand je serai plus là, tu vas partir, tu vas quitter la Francie, ouvrir un autre chapitre de ta vie, faire encore quelque chose de complètement différent, rencontrer d'autres personnes, puis tu vas m'oublier. Je vais devenir ce Francien un peu stupide pour qui tu as eu le béguin, et tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura vécu. Il laissa sa phrase en suspens, tournant son regard vers la paranthrope. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, Aurore? Ce qu'on vit, toi et moi. Aurore inclina la tête sur le côté pour éviter son regard. Chaque minute qu'on passe ensemble, ce sont les meilleurs moments que j'ai pu avoir dans ma vie. Nous deux. Étienne s'approcha et glissa un bras autour de la taille de sa collègue. Il l'attira doucement à lui. Il n'y aura jamais de nous, Aurore. Dit-il en la dévisageant, glissant avec tendresse une main sur sa joue non marquée par les stigmates du roi écarlate. Même si ce monde était différent, la maladie ne me tuera pas. Je n'attendrai pas 5 années. Je mourrai avant au combat pour une cause juste. Si je peux plus faire grand-chose de ma vie, je peux faire quelque chose de ma mort. Je vais en faire l'accomplissement de ma vie. Il secoua la tête. Alors, il peut pas y avoir de nous. Mais Il la dévisagea,
épris de cette irrépressible tendresse qu'il avait déjà tant éprouvée et tant réprimée pour elle. Mais à quoi bon la retenue, maintenant que la vie était si courte ? Il ne ressentit que le besoin douloureux du contact de celle qu'il aimait, éclipsant tout le reste, tous les doutes, toutes les réserves, tous les jugements. Il ne voulait plus penser à tout cela, à ce qui pourrait arriver. Il y a toujours ici, et il y a toujours maintenant. Il pencha doucement son visage vers elle, ses lèvres s'approchant des siennes. La paranthrope eut un mouvement de recul instinctif, quelques longues secondes. Elle laissa son cerveau se calmer et finit par glisser une main sur la nuque de son collègue. Aurore déposa un baiser sur ses lèvres entr'ouvertes, reprenant sa respiration dans sa bouche, le laissant reprendre son souffle dans la sienne. Elle avait un goût de fougère tendre et de fleurs en bouton, une saveur de sous-bois en automne qui rappelait à Étienne sa campagne natale. Plus que jamais. Oui, elle avait le goût de la vie même. Et ils s'embrassèrent encore. Aurore laissa Étienne enserrer sa taille frémissante et pressa son corps contre le sien. Elle emmêla ses doigts dans ses cheveux. Un long baiser, doux, languissant. Elle finit par s'éloigner la première. Je crois qu'on vient de faire une connerie, non? Étienne expira un léger souffle amusé. Il avait gardé sa main autour de la taille de la paranthrope, la maintenant doucement contre lui. Il y a quelques heures encore, il aurait été d'accord avec elle. Il ne regrettait rien. Il se tenait là, avec la femme qu'il aimait dans ses bras. C'était un bonheur amer, empli de tristesse et de mélancolie. Un instant de répit qui, malgré sa beauté, n'arrivait pas à masquer un horizon bien trop sombre. Mais c'était un bonheur tout de même, et Étienne le savourait pleinement. Il lui en voulait encore, bien sûr, mais ça aussi, cela n'avait plus beaucoup d'importance. La vie était devenue trop courte pour la rancœur. Cet instant était devenu trop précieux pour être rejeté. Ses sentiments étaient devenus trop forts pour être refoulés. C'est possible. Mais c'est une magnifique connerie. Plus tard, dans la vapomobile, Étienne était assoupi sur le siège passager. Aurore conduisait, les yeux dans le vague. Crépuscule, allongé sur la banquette arrière, avait croisé les bras derrière sa tête. « Alors, ça donne quoi ton probable futur, hein ? Nue, vulnérable, pleine de sang, baignant dans ta propre angoisse, ton corps blotti sur ses genoux, accroché comme un ver de terre à la moindre motte de consolation qu'Étienne daignera t'offrir ? Tu lui confieras ton besoin désespéré, dégoulinant de compassion ? Il sera ta fin, Aurore. Tu l'as attiré à toi avec le désir inconscient d'une maladie infectieuse. Tu vas t'offrir à lui comme une nécrose envahit une plaie. Tu peux te taire aussi. Je pourrais, oui, mais je ne le ferai pas. Tu l'as embrassée, ma grande, et cette fois c'était bien réel. Et tu refuses de regarder ta propre panique en face. Aurore resserra les doigts sur le volant. Le bois se fendit légèrement sous la pression. Je panique pas. Ah non ? Alors, pourquoi tu te parles à toi-même en évitant de me regarder ? Parce que tu es derrière moi et que si je me retourne, on va finir dans un fossé. Une excuse complètement bidon. Un silence. La neige tombait drue, effaçant les traces de la route. Aurore alluma les lanternes auxiliaires. Tu l'as embrassé et il t'a embrassé en retour. Certes, vous étiez tous les deux épuisés, encore sous le choc de votre incursion onirique. Probablement l'une des pires configurations possibles pour prendre ce genre de décision d'ailleurs. Mais c'est fait. Tu n'as plus qu'à recommencer et... Je suis pas sûre de vouloir recommencer. Pardon ? Je dis que je suis pas certaine de vouloir que ça aille plus loin. Crépuscule se redressa sur la banquette arrière. Dans le rétroviseur, Aurore aperçut son reflet inversé, ses yeux en amande légèrement plissés. Minute. Ah non. Non. C'est pire que ça. Tu n'es pas certaine que tu mérites que ça aille plus loin. Aurore ne répondit pas immédiatement. Elle changea de vitesse. La vapomobile gronda doucement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh non, ma chérie, mais c'est ce que tu pensais. Tu vois la différence, j'espère, entre ne pas vouloir quelque chose et avoir peur de le vouloir. La nuance me semble... Ah non, pas de nuance. Au diable tes putains de nuances à la con. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête, là, maintenant, pendant que l'autre débile dort contre la vitre. Aurore plissa les yeux, jetant un coup d'œil à son collègue, qui dormait toujours.
Tu sais que je pourrais te remballer dans ton coin et passer les 3 prochaines heures à compter les arbres. Tu pourrais, c'est vrai. Mais tu as besoin de parler. Et je suis la seule à qui tu peux dire des choses sans craindre quoi que ce soit. Un silence plus long, cette fois. La neige s'épaississait. Étienne se mit à ronfler doucement. Je sais pas quoi faire de lui. Eh ben voilà, on y est. Vas-y, continue. Explicite un peu tout ça. Aurore déglutit. Elle détestait ça. Elle détestait ce moment précis où Crépuscule cessait d'être sarcastique et devenait autre chose, plus maternel. Je sais pas quoi faire de lui parce que je sais pas ce que je veux. Voilà. Et même si je savais ce que je voulais, je suis pas sûre d'être capable de le faire sans tout gâcher. Et même si j'étais capable de pas tout gâcher, il y a le reste. Sa maladie, le fait qu'il m'en voudra encore demain matin, le fait que tu aies peur de ta propre peau. Oui, ça aussi. Développe. Crêpe, c'est pas le... Ça commence à devenir intéressant. Tu finis, j'ai dit. Aurore laissa passer un long virage avant de reprendre. Je me souviens plus comment on fait. La partie intime. La partie où il faut se laisser toucher et où il faut toucher l'autre et où les deux sont censés se trouver quelque part au milieu. Je me souviens des mécanismes, je me souviens même techniquement de comment on fait. Mais je me souviens plus de ce que ça fait d'y être vraiment. Je me souviens plus de ce que c'est de pas me regarder faire de l'extérieur. Je peux pas me brancher à lui comme avec mes Valkyries chéries ou même avec Tali. Crépuscule remua le couteau dans la plaie. Tu t'es regardé faire de l'extérieur combien de fois? Depuis combien de temps tu me connais? Voilà. Et avec lui, ce soir, Aurore hésita. C'était juste un baiser, c'est différent. C'est plus facile, il n'y a pas autant de surface à couvrir, de choses à penser, pas autant de choses à gérer en même temps. Et j'étais encore un peu dans le contre-coup de l'insertion onirique, alors une partie de moi était encore ailleurs, flottante. Ça aide. Ça aide que tu aies besoin d'être à moitié dissocié pour envisager d'être intime avec Étienne? Eh ben, on n'est pas sorti des ronces. Je juge pas, ma chérie. J'essaye de comprendre. Aurore s'imposa une inspiration lente, puis une deuxième, plus rapide, pour calmer l'anxiété galopante au creux de sa poitrine. Le problème, c'est que lui, il va vouloir que je sois là. Vraiment, là. Tu l'as entendu parler à Socrate, il a vu la vraie Aurore. Il a cru en la vraie Aurore. Il croit que cette femme existe et qu'il peut l'atteindre. Et moi, je sais très bien que si on va jusqu'au bout du processus, c'est pas ça qu'il va trouver. Il va se retrouver face à quelqu'un qui catalogue les points de contact sur sa peau, qui compte les secondes avant que ça soit fini, qui classe les sensations qu'elle va subir par ordre de tolérance décroissante et qui aura besoin de 20 minutes de silence absolu après pour se remettre dans le bon sens. Et il va se dire que c'est de sa faute. Il se dirait peut-être aussi que c'est ta façon de fonctionner et qu'il peut s'adapter. Les gens ne s'adaptent pas, Crépuscule. Ils essaient, puis ils se fatiguent, puis ils arrêtent d'essayer en te laissant croire qu'ils essaient encore. Et tu te retrouves à faire semblant de ne pas l'avoir remarqué pour leur éviter l'inconfort de le dire à voix haute. Et tout le monde joue le jeu jusqu'à ce que ça explose. Tu parles d'expérience? Un nouveau silence. Dans le rétroviseur, Crépuscule fixait Aurore du regard intensément pour l'inciter à continuer. Il y a eu des gens qui ont essayé, des gens bien, des gens qui me voulaient vraiment ou du moins qui croyaient me vouloir vraiment du bien. Et au bout d'un moment, ils ont réalisé que ça voulait dire d'accepter que certains jours je sois complètement imperméable à tout ce qu'ils ressentent. Que certaines nuits je sois là physiquement et absente autrement. Que souvent leur contact soit trop pour moi et que parfois l'absence de contact soit un manque immense à combler. Et que je sois pas toujours capable de leur dire ce que j'ai. Pas parce que je veux pas, mais parce que je le sais pas. Et tu penses qu'Étienne est différent? Je pense qu'Étienne est naïf. Et que la naïveté s'use sur le tranchant de ma complexité. Ça t'évite d'avoir à espérer quoi que ce soit, c'est ça? Être malheureuse, c'est ta zone de confort. Tu sais ce qui manque dans ton raisonnement? Vas-y. Toi?
Il te manque toi. Tu parles de lui qui va se fatiguer, de lui qui va s'adapter, de lui qui va partir. Mais toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu veux, Aurore? Toi, pas ce qui serait raisonnable d'eux, pas ce qui éviterait les dégâts en cas de... Toi, la putain de toi! C'est une question piège, ça. Toutes les bonnes questions le sont. Le moteur de la vapomobile ronronna. Dehors, la forêt était devenue une masse sombre trouée de blanc. Étienne bougea très légèrement dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'incompréhensible, et les deux femmes se turent instinctivement. Aurore finit par reprendre. Je veux que ça ne me terrifie plus autant que ce que ça me terrifie là maintenant. Enlever ses vêtements devant quelqu'un, c'est une chose. Mais se rendre vulnérable, je sais pas si... Si tu survivras à ça, Si je survivrai à ça. Oui, tu as déjà survécu à pire, Aurore. je sais. Mais je suis encore capable de le détruire, lui. Pas parce que je suis malveillante ou quoi, hein. Mais parce que je fais pas toujours attention, que je suis maladroite avec les gens. Je fais des dégâts que je mesure pas toujours avant de parler. Aurore, Quoi? j'ai senti le moment où tu as décidé de lui dire pour sa maladie. Ce n'était pas parce que tu ne pouvais pas t'en empêcher ou par malveillance. C'était parce que tu avais peur. Peur pour toi, pour moi. Peur qu'il te force la main. Peur que ce soit trop tard pour t'enfuir. Alors tu as utilisé une vérité comme une grenade et tu l'as regardée exploser et une partie de toi s'est dit « Voilà, c'est fait. Maintenant c'est réel et douloureux et ce n'est plus de ma faute. » La paranthrope n'eut aucune réaction tangible. Mais quelque chose, dans l'imperceptible rigidité de ses épaules, indiqua que la phrase avait atteint sa cible. Je voulais pas lui faire du mal. Je sais, amore mio. Mais tu l'as quand même fait. Et c'est important de regarder ça en face, pas pour te flageller, mais pour comprendre comment tu fonctionnes. Parce que si tu continues de cheminer à côté de lui, tu recommenceras. Pas forcément comme ça, mais dans la même logique. J'aime pas quand tu fais ça. Mais quelqu'un doit le faire. Aurore prit le virage suivant un peu plus serré que nécessaire. Étienne remua dans son sommeil. Et donc, selon toi, qu'est-ce que je suis censée faire? Rien. Rien? Comment ça, rien? Rien de brusque, rien de décidé, rien de prévu à l'avance pour avoir le contrôle total du résultat attendu. Tu es ce que tu es, Aurore, pas une machine de guerre émotionnelle. Tu n'as pas à optimiser la façon dont tu vas aimer quelqu'un ou contrôler ton propre malheur. La vapomobile traversa un pont de pierre. En dessous, une rivière noire courait entre ces berges gelées. J'ai besoin de temps. Et lui aussi, il est furieux contre moi. Ou il l'était tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans un état de trêve? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce que... Il est toujours là. Et c'est suffisant. C'est pas suffisant. Il me faut plus d'informations sur comment il se sent, des catégories. Je fonctionne avec des données. Je sais. Aurore ne dit rien pendant une longue minute, avant de lâcher. Il m'a dit qu'il peut pas y avoir de... nous. Il a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de « nous » tel que tu l'imaginais. Ce n'est pas exactement pareil. Pour moi, ça l'est. J'ai besoin de savoir où on va. Sinon, je sais pas sur quoi m'appuyer, j'avance dans le noir et je trébuche surtout et... Malgré elle, Aurore esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Un tout petit sourire. Dans le rétroviseur, Crépuscule tourna la tête vers la vitre. Dehors, les arbres s'écartaient sur ce qui ressemblait aux premières lumières d'un village. Je pense que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu ne crois. Aurore conduisit encore un moment sans parler. Le village défila, puis à nouveau la forêt, plus dense. Crêpe, Hmm, est-ce que t'as parfois l'impression d'être jalouse de lui? un silence. Différent cette fois. Plus lourd que d'habitude. C'est pas une question piège, je te le demande vraiment. Je sais que tu me le demandes vraiment. C'est pour ça que je cherche comment répondre. Je suis toi, en partie. Ce qui veut dire que ce que tu ressens pour lui, je le ressens à travers toi. Et c'est pas simple. C'est pas confortable. C'est pas facile d'observer quelqu'un te regarder comme il te regarde et de savoir que je peux pas le voir comme tu le vois. Pas vraiment. Pas de la même façon. Crépuscule, Ne t'inquiète pas. Je suis pas en train de te demander quoi que ce soit. Je sais très bien ce que je suis et ce que je ne suis pas. il faudra qu'on parle de nous, un jour. Pas maintenant, mais un jour. On en a déjà parlé. C'était il y a longtemps. Et c'était différent. Ouais, c'était différent. Et c'est bien comme ça, toi et moi. Aurore,
ça ne peut pas fonctionner. Alors, prends ton temps avec lui, d'accord ? Vraiment. Ne te force pas, ne planifie pas. Et quand tu trébuches, laisse-le être là. Il y a des gens qui savent tenir une lampe dans le noir. Il en fait partie. Sur le siège passager, Étienne bougea légèrement. Aurore tourna une fraction de seconde sa tête vers lui. Ses yeux s'attardèrent sur son profil endormi, sur la façon dont ses cheveux tombaient sur son front. Je crois que je pourrais jamais l'aimer comme je t'aime, toi. Crépuscule se rallongea sur la banquette, les bras derrière la nuque, les yeux au plafond. I know. Je t'en veux pas, tu sais, d'être ce que tu es. Tu es épuisante. Tu es magnifique. Tu es la chose la plus difficile que j'ai jamais habitée et la seule où je sois vraiment à ma place. C'est une prison très confortable dans l'ensemble. Je connais trop bien ta façon d'aimer, maladroitement, obstinément. Je te laisserai pas tomber, d'accord ? Moi aussi, j'ai envie d'être heureuse. Plus tard, non loin du manoir de Miraflores, l'empereur Napoléon X avait convoqué son état-major au sein de la mairie désertée de Pampelune. Les lieux étaient spacieux, confortables et relativement bien décorés. Un cadre parfait pour rester des heures devant des cartes et échafauder des plans. Tous les principaux acteurs chargés de défendre la cité navarraise d'une invasion kaiju se trouvaient réunis. La princesse Elisa Bonaparte et son époux, le maréchal Lannes. Tous deux portaient la marque de la fatigue sur leurs traits. La résolution sourde dans leurs regards n'avait pas été entamée par les récents combats autour de Saragosse. Les maréchaux Berthier et Murat ensuite. La première pour relayer les ordres et les rapports de la Grande Armée, le second ayant chevauché toute la nuit avec sa division pour rejoindre les défenseurs de Pampelune. Et puis, il y avait aussi la baronne de Miraflores, dont Murat n'avait pas manqué de saluer galamment la beauté, convoquée en tant que consultante de la normale. L'empereur présidait naturellement le conseil avec la mine d'un homme soucieux que le sommeil fuyait, mais dont l'ampleur de la tâche lui interdisait de s'en soucier. Les kaiju nous surpassent en nombre. Nous serons débordés, c'est une évidence. Nous allons devoir céder du terrain. Nous ne pourrons jamais tout défendre efficacement. Nous devons avoir des troupes mobiles et capables de réagir aux coups de sifflet. Nos armées sont éprouvées par les batailles, vos cavaliers et vos chars Murat seront nécessaires pour former l'ossature de notre dispositif. Le roi de Navarre bomba le torse, manifestement satisfait, non sans un regard charmeur vers la baronne de Miraflores. Mes hommes ne vous feront point défaut, sire. Leur bravoure et leur dévotion pour votre personne seront si fortes que nulle charge de kaiju ne provoquera le désordre. Le réel problème, ce sont les cyclopéens. Nous n'avons pas les moyens requis pour les abattre. Nous pourrions tenter de les défaire avec nos mechas. Objecta Lannes. Si nous parvenons à les isoler. C'est bien le problème. Nous n'arriverons pas à les isoler. Ils ont une escorte plus nombreuse que nos troupes combinées. Dans l'absolu, oui, peut-être que si nous jetons toutes nos forces contre un seul de ces titans, peut-être pouvons-nous en tuer un. Mais ensuite, nous sommes fichus. La puissance de feu des kaiju surclasse largement la nôtre. Une offensive imprudente de notre part et tout notre deuxième échelon s'en trouverait décimé en quelques secondes. Nous n'avons pas les moyens d'une telle manœuvre. N'avons-nous pas une singulière arme capable de... Inefficace contre cela. Et quand bien même, cela ne résoudrait pas le problème. Une seule de ces créatures serait déjà hors de notre portée, mais il se trouve qu'elles sont 4. Certes. Mais selon nos prévisions, 2 créatures n'interviendront sur le champ de bataille que tardivement. Si nous parvenons à tenir la ville suffisamment, se soustraire à leur puissance de feu contre laquelle nous ne pouvons rien, nous pouvons gagner du temps. Pas assez. Ces créatures sont capables de pulvériser même ton méca de classe Roland. En l'état, nous ne pourrons les empêcher éternellement d'atteindre nos lignes. Berthier. La maréchale Berthier déplia une seconde carte en complément de celle déjà étalée sur la table, ajusta les angles, posa 2 jetons de plomb pour maintenir un coin récalcitrant, puis releva enfin les yeux vers l'empereur. Sire, j'ai consolidé les rapports des observateurs avancés ainsi que les notes du génie sur l'état des préparatifs. 3 ceintures défensives ont été aménagées autour de Pampelune. Un réseau de tranchées continue sur l'ensemble du tracé sur 3 lignes superposées, redoutes bétonnées au carrefour, points fortifiés tous les 800 mètres, avec batterie d'artillerie de campagne et nid de mitrailleuses lourdes. Nous avons achevé 7 km de glacis aménagés, des hérissons d'acier soudés, des fossés anti-kaiju de 4 mètres de profondeur sur 6 de large. En plus des mechas sous le commandement du maréchal Lannes, nous pouvons compter sur 2 divisions d'infanterie de ligne, une division de chasseurs, un renfort d'artillerie détachée
détachés de Saragosse, ou ce qu'il en reste, soit l'équivalent d'une division renforcée. À cela s'ajoutent les bataillons de la défense territoriale et le corps de la garde impériale directement sous votre commandement. Les éléments de réserve du roi Murat se tiennent prêts à colmater toute percée, 3 divisions de cavalerie au total, dont une lourde. Considérant ces options un instant, Napoléon X se tourna finalement vers Aurore. Y a-t-il des méthodes dans votre domaine d'expertise qui parviendraient à ralentir la venue de ces créatures ? Aurore avait la mine fermée, concentrée. Elle observa les cartes, les rapports. Pour elle aussi, Pampelune était sa ville. Elle leva la tête vers l'empereur, ses piercings brillant à la lumière des lampes à gaz. J'ai peut-être une solution. Permission de parler librement, sire? Oh dear, we're in trouble. Berthier et l'empereur échangèrent un bref regard avant que ce dernier ne donne sa permission d'un geste de la main. Bon, cette horde kaiju est apocalyptique, certes, mais on peut s'en servir à notre avantage. Comme vous le savez, un cyclopéen, c'est pas qu'un très gros kaiju qui fait graou. C'est aussi une foreuse à anormalité ambulante. Ces machins génèrent autour d'eux des plis de réalité et des contre-coups en chaîne pour leur permettre d'être aussi puissants. Et je ne parle même pas de leur blindage noosphérique. Jusque-là, je ne perds personne. Elle avisa la table. Murat et Lannes semblaient les moins au fait. Pour eux, la définition de très gros kaiju qui fait graou était amplement suffisante. Les Bonaparte et Berthier faisaient déjà un peu plus semblant de comprendre. L'empereur fronça les sourcils. En quoi cela pourrait-il être exploitable ? À première vue, il semble au contraire que ces contre-coups à répétition seraient particulièrement dangereux pour nous et une arme de plus à leur disposition. Aurore leva un doigt docte. Pour un thaumaturge lambda, certes, mais qui dit gros kaiju qui font graou et dit à la fois réalité poreuse et maillage d'aspect exploitable. Évidemment, le thaumaturge lambda n'a pas les kilocasper nécessaires pour faire quoi que ce soit contre les champs d'EEV générés par une bestiole aussi grosse. Mais... Ne me dis pas que tu penses à ce que je pense. Enfin, si, tu penses à ce que je pense parce que je pense comme toi, mais c'est pas une raison. La paranthrope esquissa un sourire qui fit luire ses canines au clair-obscur. Je ne suis pas une thaumaturge lambda. Vous vous souvenez, sire, des contes et légendes de Trinculo? Napoléon X fit la moue, et il ne fut pas le seul. Ce livre étrange que vous avez récupéré et qui est responsable de la mort d'une ville entière, c'est ça ? Eh bien... Sire, Intervint Murat, sourcils froncés. je crois fermement que nous sommes absolument capables de triompher sans avoir à utiliser de tels procédés magiques. La Francie n'a jamais eu le besoin de recourir à des artefacts aussi vils. La valeur de nos braves et votre génie nous ont toujours apporté le triomphe. Pas ce trinculo. Trinculo! Il n'a pas tort. Fit remarquer Lannes, tendu. D'autant qu'il y a une faille de plus en plus large dans l'Atlantique. Est-ce vraiment prudent de faire ces choses-là? L'empereur secoua doucement la tête, ignorant leurs objections d'un geste de la main. Je veux examiner toutes les options à notre disposition. Poursuivez, baronne. Merci. Donc oui, ce bouquin, tout à fait. Bon, je ne vais pas vous assommer de détails techniques, mais je pourrais envisager, après quelques carabistouilles, de profiter que la réalité soit davantage modulable pour freiner l'avancée kaiju et... Oui, je peux le faire. Mais bordel, Aurore, c'est complètement débile. leur balancer le roi pendu à la face. Il y eut un silence collectif médusé, partagé autour de la table. L'empereur se gratta le crâne, l'air pour une fois un peu dépassé par les événements. La paranthrope laissa son sourire s'élargir au point de devenir un poil flippant. Avec un peu de budget, un accès à quelques reliques d'aspect stockées sur le site Aleph et beaucoup de café, je devrais pouvoir bricoler quelque chose dans les temps. Par contre, je dois vous prévenir, on parle quand même de jeter l'un des 4 rois atomiques sur des kaijus cyclopéens. Ça risque de faire un gros cracaboum. Je ne peux pas être tenu pour responsable de ce qui pourrait bien se passer. C'est un peu Comme mettre un bâton de dynamite dans une fourmilière. comme mettre une ogive thermobarique dans un magasin de porcelaine. Me voici pleinement rassuré. Il va tout de même falloir que vous nous livriez des estimations plus précises. Votre approche est entendable, mais pas si le résultat doit engloutir cette ville et les armées qui vont avec. La paranthrope arrêta de sourire brusquement. Je tiens à la survie de la cité, sire. C'est chez moi, à présent.
Mais vous imaginez bien qu'un pli tangentiel pareil, ça va me demander beaucoup d'énergie et ben, si en plus je dois viser un point précis pour faire s'écraser la prison du roi pendu sur les méchants kaiju... Soit. Vous travaillerez à cette solution. Devant le regard inquiet des autres participants, Napoléon X précisa. Dans un monde idéal, nous n'aurons pas à nous en servir. Mais dans un monde idéal, nous n'aurons pas à affronter 4 cyclopéens en même temps. Cela nous fera un atout, si la situation venait à nous échapper. Aurore hocha la tête et prit une mine soucieuse. Si je puis me permettre, sire, j'aurais une requête à vous demander, en privé, si possible. Une requête Napoléon X fit une petite moue, oscillant entre l'amusement et la lassitude. Il finit par se tourner vers ses collaborateurs. Allez préparer vos forces, nous en avons terminé. Je vous ferai parvenir les détails ultérieurement afin que vous soyez prêts pour d'éventuelles complications. Les participants se redressèrent, quittant la pièce. L'âne se pencha vers son beau-père. J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi. Avoua l'empereur. La pièce vide, Napoléon X se tourna vers Aurore. J'espère que c'est important. La paranthrope posa sa main sur l'un de ses coudes opposés, tapotant son avant-bras, visiblement un peu embarrassé. Cela concerne-t-il le capitaine Duboissé? Le souverain francien cligna des yeux, manifestement trop fatigué pour s'énerver, à moins qu'il n'en avait plus la force, ou qu'il mesurait à qui il avait affaire. Une horde, comme on n'en a plus vu depuis la dernière guerre kaiju, s'approche de nos positions en ce moment même. Menée par 4 cyclopéens quasiment intuables, nous envisageons de leur jeter à la figure un roi pendu et un demi-plan comme solution acceptable, et vous rangez dans la catégorie important le capitaine Duboissé. Devant l'absurdité de la situation, Napoléon X s'autorisa un léger rire. Eh bien, qu'en est-il du capitaine Duboissé? Aurore regarda ses pieds un instant avant d'inspirer. J'aimerais vous demander l'autorisation de l'emmener avec moi en vacances quand toute cette histoire à Pampelune sera finie. Elle se gratta la joue. Des vraies vacances. En vacances? Napoléon X arqua un sourcil, surpris par le décalage entre la situation actuelle et une demande aussi anodine. Il m'a déjà été rapporté que vous passiez tous deux plus de temps ensemble que votre travail ne l'exige. Je nourris des réserves quant à cette proximité. Son travail nécessite la plus grande impartialité, après tout. Mais peut-être avez-vous été assez bonne pour la Francie pour que je reconsidère la nécessité de ces observations. Si vous m'aidez à sauver cette ville, vous aurez vos vacances. Il fit un geste de la main, amusé. Mais cela, nous en aurons tous, et des bien mérités. Je vous témoignerai ma gratitude à la mesure de vos actes. Je sais bien que la tâche qui nous attend sera rude, et qu'il va me falloir en partie compter sur vos talents. En Francie, quand un soldat sort du rang et accomplit des exploits, il est récompensé à sa mesure. Votre cas ne sera point différent. Ne donnez rien de moins que le meilleur de vous-même pour cette ville, et je saurai vous récompenser en conséquence. Aurore bomba le torse. Bien entendu, sire. La patrie, le drapeau, tout ça. Vous savez, est-il capitaine Duboissé vraiment quelqu'un de bien? Il me rappelle que vous autres, humains, vous valez la peine. Eh bien, j'aurais préféré que ce constat vous ait frappé à la lumière de ma présence. Je vais tâcher de ne pas m'en vexer. Il pencha légèrement la tête sur le côté. Quelle est donc la vertu que le capitaine Duboissé possède et qui nous fait manifestement défaut? J'aimerais bien savoir aussi, parce que bon, il est tout juste ok, le Étienne, hein? Aurore rougit et détourna la tête. C'est un homme simple. Bordel! La meuf n'a aucun standard, j'en peux plus! Elle toussa, gênée. Vous savez, quand on a mon âge, qu'on a fréquenté des génies du mal, des dirigeants suprêmes, des figures mythiques que l'on trouve à présent dans les livres d'histoire, et que l'on en a d'ailleurs précipité plusieurs nous-mêmes dans la tombe, on apprécie de retrouver une amitié sincère avec quelqu'un qui voit la vie comme un simple chemin de forêt à parcourir. Napoléon X avisa un instant Aurore, l'air songeur, acquiesçant machinalement. Je ne peux pas affirmer vous comprendre entièrement. Je n'ai point votre âge et je ne l'aurai jamais. Mais il fit un bref geste de la main ponctué d'un sourire un peu triste. Je peux concevoir l'appel du bonheur simple. Je n'ai pas eu l'occasion de revoir femme et fille depuis mon départ pour les Amériques. Ma pauvre Elisa est une mère qui ne peut même pas s'occuper de son enfant alors que son être n'aspire qu'à cela.
Il n'est fondamentalement guère besoin de titres ou de complexité pour le bonheur. Parfois, il me semble même qu'ils en sont un frein. Il secoua doucement la tête avant de reprendre. Nous aurons tous droit à cette paix après tout cela, à cette heureuse simplicité qui nous manque tant, jusqu'à la prochaine vague. J'entends que nous en profitions, tous, tant que nous le pourrons. Le regard d'Aurore se perdit un instant dans le vide. Sire, ça vous a rendu heureux d'avoir des enfants? Vous n'avez pas été déçu du résultat? En voilà une question dangereuse. Il secoua ensuite doucement la tête, plus sérieux. Ce n'est guère chose aisée que d'être parent, vous savez. C'est un processus empli d'angoisse, de doutes, de questionnements. Est-ce qu'on a bien agi? Est-ce qu'on a inculqué ce qu'il fallait? N'a-t-on pas été trop doux ou au contraire trop sévère? C'est une remise en question perpétuelle, même lorsqu'on en a 9 comme moi. On croit savoir comment cela fonctionne, que l'on a un mode d'emploi né de l'expérience. Vous gagnez des insomnies et des cheveux blancs, vous vous rongez le sang pour leur bien-être, sans savoir si vous vous y prenez convenablement. Il m'est arrivé de me sentir davantage perdu et désemparé face à mes filles que face à des armées adverses. Et puis, elles grandissent. Elles deviennent des personnes à part entière, leurs problématiques changent, leurs regards aussi. Vous n'êtes plus le parent dépositaire de la toute-puissance, de la toute-admiration d'un jeune enfant. Vous devenez une personne de plus en plus banale, de plus en plus contestable, de plus en plus faillible. Votre vérité s'efface au profit de la leur, peu à peu. Parfois, vous n'approuvez pas ce qu'elles sont. Un désaccord s'installe et ne disparaît plus. L'empereur hocha la tête. Pour autant, êtes-vous déçu d'avoir eu vos filles? Non, jamais je ne le serai. Peut-être suis-je déçu de moi, car j'aurais sans doute pu être parfois meilleur père. Mais pour chaque tracas, chaque angoisse, chaque colère, c'est 1000 joies. 1000 joies que vous vivez sans même vous en rendre compte. Cela m'a rendu non seulement heureux d'avoir des enfants, mais cela a redonné un sens à ma vie. La Francie existait bien avant moi, vous savez. Je n'ai pas fait la Francie. J'ai participé à sa grandeur, certes, mais je suis davantage son produit que la Francie est le mien. Ma famille, en revanche, mes filles, elles sont ce que j'ai construit. Malgré tout mon pouvoir, toutes mes richesses, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Aurore détourna le regard, chassant visiblement une poussière venue se loger dans ses grands yeux azurés. L'empereur hocha la tête. Si j'en crois votre dossier, vous n'avez jamais eu d'enfant, baronne. Aurore fit non de la tête, un nœud gordien au fond de la gorge. Le souverain francien lui adressa un signe curieusement compatissant. Dans ce cas, écrivez-vous une belle histoire, voulez-vous? Merci, sire. Avec votre permission, puis-je me retirer? Oui, faites. Vous avez du travail. L'empereur fit un bref geste de la main pour congédier la baronne. Sa mine était cependant moins flegmatique que d'ordinaire, plus sympathique. Sur le pas de la porte, Aurore tourna la tête. Au fait, sire, bien tenté, mais je l'avais cramé le mamelouk caché derrière le rideau, au cas où je tenterais de vous trancher en deux. L'agent impérial poussa un juron étouffé. Aurore fit un clin d'œil en direction de sa majesté impériale et referma derrière elle. L'empereur esquissa une petite moue en avisant le rideau. Je vous avais bien dit que ce n'était guère discret, Rachid.